café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous vote? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Et on retrouve donc toute l'équipe pour cette dernière addition de la semaine avec, vous le savez, une semaine sur deux, Frédéric Sinclair. Bonjour Frédéric Sinclair. Bonjour. Alors on va commencer comme à notre habitude par votre édito qui va concerner, il me semble, la réélection de Donald Trump. Oui, la question bonne ou mauvaise nouvelle, et je pense que cette question, on n'a pas fini de se la poser. Les Français d'ailleurs y ont répondu le jeudi 7 novembre. Donald Trump venait d'être élu 47e président des États-Unis et l'Institut de sondage Odoxa révélait que 76% des Français se disaient mécontents de ce résultat. Agressif, raciste, dangereux, démagogue. Les critiques négatives se sont enchaînées et ont marqué une certaine défiance, c'est le moins qu'on puisse dire, et quelle que soit l'appartenance politique. Donc alors, on fait quoi? On prend acte du mécontentement, on tourne la page, on se dit qu'après tout, ça se passe pas chez nous, on referme le bouquin et on s'arrête là. Eh bien non, on tourne pas la page parce que cette élection est malgré tout un fait politique décisif. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce sujet par divers commentateurs. Nous savons que les États-Unis restent la première puissance mondiale et donc que leur réorientation politique aura une influence qui excédera les limites du continent américain. Influence sur le cours de la guerre en Ukraine, ça a été dit et redit, sur le Proche et le Moyen-Orient, sur le paradigme de sécurité collective actuellement dominant en Occident, sur l'avenir non seulement stratégique mais également économique de l'Europe, notamment si un protectionnisme massif venait à être instauré comme c'est prévu, et puis etc., d'autres aspects également. Mais il me semble qu'au-delà de ces aspects-là, la seule question géopolitique qui importe véritablement, c'est: Donald Trump parviendra-t-il à définir un nouvel ordre du monde? Et la réponse est non. Non. Alors pourquoi continuer d'en parler? Parce que, en revanche, à un niveau plus réduit, interne à l'Occident, il y a un élément, une modification qui mérite notre attention. C'est le fait qu'il s'agit, sinon pas d'une élection, et donc de la découverte d'un personnage neuf, quelque part un pari sur l'avenir qu'auraient fait les électeurs américains, mais il s'agit d'une réélection qui traduit une volonté massive de reconduire à la tête de l'État un personnage dont on n'ignore absolument rien. Nous sommes donc face à un fait démocratique totalement assumé, un fait démocratique que certains ont à juste titre qualifié de populiste, mais pour être plus précis, qui se caractérise, me semble-t-il, surtout par l'émergence d'une contre-élite américaine, une contre-élite sur laquelle les droites radicales européennes auraient tort de prendre modèle. Alors pourquoi? En 2 points. Premièrement, parce que cette contre-élite est d'un type très particulier. Elle est résolument anti-intellectuelle, dans tous les sens du terme. Donald Trump ne pense pas véritablement, c'est un cerveau reptilien qui réagit instinctivement plus qu'il n'élabore des théories sophistiquées. On a du mal à s'imaginer que Descartes, Aristote ou Spinoza aient pu adopter dans leur quotidien les mêmes manières que Donald Trump. Il est en quelque sorte l'anti-Kissinger, l'anti-Brzezinski, même si nous savons qu'il sera, comme tous les présidents des États-Unis, conseillé par des crânes d'œufs en bonne et due forme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'il ne fera pas de bonnes choses? Si, il fera de bonnes choses. Si, il peut faire même de très bonnes choses, même si une bonne chose pour les USA peut se révéler beaucoup moins bonne pour le reste du monde. Mais le vrai problème, c'est qu'il peut tout autant en faire de très mauvaises. Et nul n'en sait rien, même pas lui. Il peut l'instant d'avant créer la surprise et débloquer une situation inextricable et l'instant d'après tout gâcher par un tweet malheureux. À l'inverse, il peut conduire le monde au bord du gouffre, au bord d'une guerre nucléaire par exemple, comme il l'a fait avec Pyongyang, et néanmoins réussir à renverser la donne pour devenir le premier président américain à mettre les pieds sur le sol nord-coréen. Et puis, fort de cette expérience et de sa myopie intellectuelle, il peut choisir de réitérer le même procédé avec d'autres acteurs géopolitiques, comme il l'a fait avec l'Iran, et échouer lamentablement, incapable de voir qu'un mollah chiite n'a rien de commun avec un Kim Jong-un politiquement et culturellement occidentalisé. Bref, bottom line, comme disent les Américains, ça part dans tous les sens avec Trump tout le temps, il n'a aucune vision, comme Macron d'ailleurs, et donc nous serons dans 4 ans ou dans 8, si Trump parvient à bousculer son système constitutionnel comme il le souhaite, exactement au même point qu'aujourd'hui, dans le brouillard, prisonnier d'une ambivalence mortifère, d'une sorte de chaos perpétuel. Pas de quoi prendre exemple donc.
Le second point, et le dernier, qui devra inciter les droites radicales à ne pas prendre modèle, est le suivant. Cette contre-élite est idéologiquement has-been. Je m'explique. Tout d'abord, elle est presque aussi postmoderne que le système qu'elle dénonce, en ce qu'elle ressemble à s'y méprendre au dernier homme du Zarathustra de Nietzsche, qui ne désire rien d'autre que, d'un côté, du bien-être et de l'autre, de la sécurité. Elle vit exclusivement dans l'instant et se fiche éperdument du désenchantement du monde, qui est pourtant la cause majeure de l'effondrement occidental. Si à cela, on ajoute qu'elle est pétrie de volonté de puissance individualiste, qu'elle est soumise à une idéologie matérialiste et capitaliste forcenée, qu'elle est obnubilée par les prétendus progrès d'une technoscience fantasmée dont Musk est probablement l'avatar le plus manifeste, il devient difficile de fonder en elle quelque espoir. Elle ne résoudra ni le malaise de la modernité, évoqué par Charles Taylor, ni la crise du sens, évoquée par Jean-François Mattei, malaise et crise qui ont saisi l'Occident depuis plus d'un siècle. Et surtout, elle ne rétablira pas le fameux balance of power en notre faveur, c'est-à-dire qu'elle n'inversera pas le mouvement de bascule civilisationnel dans lequel eux et nous sommes pris, et cela, quelles que soient les lois anti-immigration et anti-woke qui seront votées. Conclusion, le bon sens populaire a eu raison à 76%. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Merci Frédéric Sinclair pour cet édito et on y réagit dans un instant avec le reste de l'équipe. L'addition. Alors on va commencer par faire un petit détour rapidement par la politique française et cette inéligibilité de Marine Le Pen. Vous l'avez dit, les Américains ont réélu quelqu'un dont on sait tout, comme quoi les casseroles qu'un homme politique peut se traîner, c'est pas forcément un frein justement à ce type de suffrage. Alors justement, est-ce que Marine Le Pen, inéligible, les procès qu'elle a sur le dos, c'est une situation qui pourrait être comparable ? Oui, je pense que oui. Et je pense que les avocats du Parlement européen, à commencer par Patrick Maisonneuve, qui s'est défendu d'être le porte-parole d'un procès qui serait politique, auraient dû, parce qu'ils sont dans le cadre d'un procès politique et parce qu'ils sont soumis à un agenda politique et à une idéologie politique, auraient dû s'en méfier. Donald Trump a probablement été le président de la République, tout président confondu, en Europe et aux États-Unis, le plus attaqué par les juges. À même un moment où on s'est dit, il va plus y avoir suffisamment d'années à sa vie pour pouvoir l'inculper. Enfin, je veux dire, c'était devenu complètement dingue et à aucun moment ça n'a freiné sa courbe de progression dans les sondages. On a assisté à une réélection qui a été spectaculaire, bien au-delà de ce qu'on nous avait prédit, une élection au coude à coude. Il va se passer la même chose pour Marine Le Pen. Alors quoi ? Il y a 2 points, me semble-t-il, sur l'affaire Marine Le Pen qu'il faut évoquer. Le premier point, ça a été largement évoqué, c'est la question du procès politique ou pas. Ce matin, sur la chaîne BFM TV, Jacques Beauvix disait non, c'en est pas, c'est pas un procès politique, c'est du droit et rien que du droit. C'est faux. Déjà, premièrement, le droit est politique. D'accord ? Le droit émane de nulle part ailleurs que d'un Parlement qui est composé d'élus, donc le droit est d'essence politique. Le droit qui aujourd'hui a fait que Marine Le Pen, alors que le réquisitoire demandait 5 années d'emprisonnement, a automatiquement ajouté 5 années d'inéligibilité, ce droit-là a été fabriqué par la majorité macroniste en 2017, septembre 2017. C'est à ce moment-là, parce qu'on sortait de l'affaire Fillon, que Emmanuel Macron s'est dit « je vais moraliser la vie politique ». Ne serait-ce que de penser à moraliser la vie politique, ça pose un problème profond. On pourrait en parler pendant 1 heure, parce que je ne vois pas en quoi Emmanuel Macron serait le tenant d'une morale particulièrement bonne et supérieure à celle qui existait avant lui. Mais ce que je veux dire, c'est que on a un véritable sujet là sur le fait de rendre inéligible automatiquement une personne. Déjà, penser qu'un juge puisse se permettre d'interférer à ce point-là dans la vie politique d'un pays, ça me pose problème. Mais, deuxième point, je crois qu'ils ne le feront pas, en vérité. Je crois qu'ils ne le feront pas parce qu'ils ont peur. Je crois qu'ils ne le feront pas parce qu'ils savent ce qu'ils risquent. Et donc, qu'ils vont ne pas déjuger le parquet et donc évidemment prononcer une condamnation à l'encontre de Marine Le Pen et de tous les autres, parce que bien évidemment il y a du monde, mais c'est elle qui est visée en particulier. Je pense qu'on n'excédera pas les 2 ans pour éviter
qu'elle ne soit effectivement inéligible, probablement 6 mois ou 1 an avec bracelet électronique. Bref, ils vont s'accorder, ils vont bien phosphorer ensemble pour savoir jusqu'où ils peuvent aller sans aller trop loin. Et in fine, elle va jouer ces 2 années qui restent et qui la séparent de l'élection présidentielle. Le jugement devrait tomber en février ou en mars 2025. Et donc, elle va jouer ces 2 années-là comme Trump a joué les siennes. C'est-à-dire, je suis seule face au système, représentante des classes populaires qui, elles, sont toujours jugées sévèrement, alors que les racailles, les vrais truands, cela échappe à la justice laxiste qui a toujours pour objectif de condamner globalement les braves gens qui n'ont rien à se reprocher. Un point de détail en conclusion qui est important, je conseille à tout le monde d'aller lire l'article de Jean-Éric Schoettl dans le Figaro. Il aborde cette question-là et il montre entre parenthèses que le principe du détournement de fonds publics sur lequel on accuse finalement, toute l'accusation repose là-dessus, en réalité est une espèce de trahison du principe premier du détournement de fonds publics. À la base, on prend de l'argent public quand on le détourne à des fins privées. C'est pas ce qui s'est passé là. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris de l'argent public et on l'a utilisé de manière publique. Simplement, c'est l'objectif qui a été détourné, c'est-à-dire qu'il devait servir exclusivement dans l'esprit du Parlement européen et de ses avocats à un travail au sein du Parlement européen et qu'il a été utilisé pour la politique française, entre guillemets, donc nationale. Premièrement, ils ne font pas la preuve. Ils le disent, mais ils n'en font pas la preuve que les assistants parlementaires ont travaillé exclusivement parce que si c'est pas le cas, à ce moment-là, il faut mesurer la quantité de détournement qui a effectivement été opéré. Et deuxièmement, ils utilisent un terme, détournement de fonds, qui est quelque part un petit peu abusif. Donc fondamentalement, il y a un sujet. Je trouve que Schoettl le met assez bien en valeur, donc je conseille à tout le monde d'aller lire et de réfléchir à cette question. Est-ce que véritablement un juge peut se permettre de dire comment doit être utilisé de l'argent public, sachant qu'on est dans un cadre politique, et donc que s'il est utilisé de manière politique, il est utilisé de manière publique parce qu'il est au bénéfice de la communauté. Et donc, il y a, à mon avis, un vrai sujet de fond sur lequel il s'agirait de plancher. Fin de la question. Je vais laisser l'équipe réagir à tout ça, puis on reviendra ensuite au sujet des élections américaines. Il y a aussi beaucoup à dire. Adèle Rosner. Oui, moi j'ai relevé un extrait d'une intervention d'Alexis Corbière, donc député du Nouveau Front Populaire, hier soir sur BFM TV, d'un extrait dans lequel il comparait cette volonté de rendre Marine Le Pen inéligible avec le fait que Emmanuel Macron en 2027 ne pourra pas se représenter. Voilà, je vous laisse écouter cet extrait et puis j'aimerais bien avoir votre réaction par rapport à ça. C'est pas parce qu'on est candidat à l'élection présidentielle qu'on est une vache sacrée et que la loi doit pas s'appliquer de la même façon. Enfin, je vais vous dire une chose. Si on va par là, il y a quelqu'un qui a pas le droit, selon la loi et même la Constitution, de pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il y a peut-être même des millions de gens qui soient candidats. Ça s'appelle Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce qu'on fait demain? On dit, ah ben c'est scandaleux, Emmanuel Macron. Il y a des gens qui veulent voter Macron et c'est sans doute la vérité. Oui, mais il a pas été condamné. Non, il y a pas de mais il n'a pas le droit selon la loi. C'est la Constitution. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on dérange? Si, monsieur. C'est un petit peu différent quand même. Pardonnez-nous. Non, parce que l'argument de monsieur Darmanin, comme de Robert Ménard, c'est de dire, il y a des gens, ils ont un statut particulier. Mais non, mais là, vous faites une pirouette, Alexis Corbière. Mais si, c'est un peu ça. Mais si, c'est totalement ça. Mais Darmanin n'intervient que pour dire Madame Le Pen. Et ce que vous dites, ça va provoquer une crise politique parce qu'il y a des millions de gens. Ce qui est vrai, tout ça. C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit. Non, c'est ce que dit Darmanin. Darmanin, il dit au juge, mettez-lui des sanctions financières. Darmanin, il dit au juge, mettez-lui des sanctions financières, mais ne prononcez pas l'inéligibilité. Pourquoi? Parce que elle, c'est elle. C'est ça qu'il nous dit. Bon. Frédéric Sinclair, je vous laisse répondre à Adèle. Il y avait beaucoup de bruit dans ce sonore. Non, mais le vrai sujet, c'est est-ce que Corbière est intelligent ou pas? Enfin, l'histoire, la réponse est ou pas. Enfin, je veux dire, il y a pas de sujet, on est bien d'accord. Quel rapport avec la Constitution et le jugement qui émane, encore une fois, d'un individu, c'est-à-dire à qui on peut reprocher d'avoir un agenda politique caché. Et ensuite, l'argument qui est avancé par Jean-Luc Mélenchon, comme quoi ce serait parce que Marine Le Pen aurait 11 millions d'électeurs et qu'elle serait, je l'ai entendu aussi,
présidente du premier parti d'opposition. C'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est dans quelle mesure on doit mettre une distance entre des juges qu'on accuse aujourd'hui d'influencer, depuis l'affaire Fillon notamment, mais ça traîne depuis un peu de temps. Zemmour avait publié un bouquin 10 ou 15 ans auparavant sur le gouvernement des juges. Donc, des juges qu'on accuse d'influencer la vie politique, quelle limite placer. Enfin, vous savez, on parle beaucoup de Montesquieu et de son désir de séparer les pouvoirs pour assurer un fonctionnement constitutionnel, pas vraiment démocratie à son époque, mais apaisé. Pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif et pouvoir législatif. En réalité, Montesquieu ne dit pas que ça. Il parle d'équilibre des pouvoirs. Et c'est cet équilibre des pouvoirs qui est absolument essentiel dans la pensée de Montesquieu. Et aujourd'hui, on a un déséquilibre des pouvoirs parce qu'à toujours chercher l'indépendance de la justice, on n'a plus de contre-pouvoir au pouvoir des juges qui devient grandissant. Et si à ça, vous ajoutez des parlementaires et des gouvernements qui sont complètement aveugles à ce fait de philosophie du droit essentiel, que c'est le politique qui fonde le droit et pas l'inverse. Donc globalement, que Kelsen dans les années 30, 40, 50 s'est planté sur sa philosophie du droit. Eh bien, si vous ne voyez pas ça, vous vous rendez compte que finalement on a un système qui dérive et qui petit à petit se prive de toute souveraineté pour la remettre entre les mains des juges. Et c'est ça le vrai sujet aujourd'hui, et absolument pas la personne de Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais bon, bref, c'est Corbière. Marie Falli. Oui, Frédéric Sinclair, que ce soit Donald Trump ou Marine Le Pen, vous avez pour les deux candidats, pointé d'une certaine manière l'homme ou la femme à abattre politiquement par tous les moyens. Pour Donald Trump, ce qui m'a frappé, c'est que vous avez dit dans votre édito qu'il n'avait aucune vision. Pourtant, c'est vrai que lui, comme Marine Le Pen, ont un programme quand même clair. En l'occurrence, Donald Trump, on le sait, c'est évidemment redresser d'abord l'économie américaine, mais surtout lutter contre la bureaucratie. On l'a vu avec son ministère, évidemment, de l'efficacité gouvernementale, notamment dirigé par Elon Musk. Donc lutter contre la bureaucratie, contre l'immigration de masse illégale et contre le wokisme. C'est pour ça, je me permets de revenir vraiment juste faire cet aparté sur Donald Trump parce que ce mot, il n'a aucune vision, m'a un peu surpris, c'est vrai, par rapport à ce qu'il propose justement pour les Américains. Oui, je maintiens. Il n'a aucune vision et merci pour votre question, ça va donner l'occasion de préciser. Le fait d'avoir un programme, ça ne traduit pas le fait d'avoir une pensée. Et ça, c'est un gros sujet aujourd'hui, y compris en France. C'est vrai, à mon avis, dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de pensée construite. On fabrique des mesures. On réagit à l'ère du temps. Quand Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, on venait juste de recevoir le rapport Pébro qui parlait du surendettement de l'État. Et donc, sa mesure de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux émanait de là. La crise de 2008 et l'impact que ça a eu sur les finances publiques, parce qu'on a fait payer à l'économie réelle, aux Français, les malheurs de l'économie financière et donc des brokers dans les places financières, ça a conduit au « mon ennemi, c'est la finance » de François Hollande. Et vous voyez en fait que une grande part des programmes politiques sont tout à fait conjoncturels. Donald Trump, s'il était élu 2 ans plus tard, ne parlerait plus peut-être de l'Ukraine, il ne parlerait plus du Moyen-Orient, ne parlerait plus d'un certain nombre de sujets. S'il devait être réélu, il peut-être ne se soucierait plus d'apurer les comptes publics aux États-Unis et sur les 6 milliards de budget, d'en couper 2, mais à l'inverse, verrait qu'il y a une partie de son électorat qui risque de lui échapper en cas de nouvelle élection. Alors, ça va être compliqué pour lui de se faire représenter, et donc à ce moment-là, il présenterait peut-être un programme qui viserait à utiliser les structures de l'État pour aider les plus pauvres aux États-Unis qui en ont besoin, qui auraient et qui seront sans aucun doute dévastés par je ne sais pas combien d'ouragans qui seront passés par là d'ici là. Donc ce que je veux dire, c'est que fabriquer un programme politique, ça ne veut pas dire avoir une vision politique. Et on l'a vu avec Emmanuel Macron, qui a eu un programme en 2017 et en 2022, et qui n'a absolument aucune vision, et qui fait tout et son contraire. Il se lève le matin et il lui germe une idée dans la tête. Rappelez-vous le fait d'envoyer des troupes au sol en Ukraine,
Ça a germé comme ça lui a échappé probablement même au cours d'une discussion, et ensuite il a travaillé à fabriquer un concept d'ambiguïté stratégique qu'il a essayé d'appliquer pour justifier ce qu'il avait maladroitement annoncé. Il s'est fait dézinguer par tout le monde, en France, en Europe, en Occident, et ça ne l'a pas empêché de persister. C'est comme ça, en fin de compte, que les programmes politiques et que la vie politique se construit. Elle se construit autour de malentendus, de cas de crise tout à fait conjoncturelle. Avoir une vision, avoir une pensée politique structurée de long terme, c'est autre chose. Et en réalité, c'est la deuxième partie, le deuxième point que je mentionne en disant que cette contre-élite qu'il fait émerger est totalement has-been. C'est quoi Trump ? C'est un milliardaire qui fait du fric, c'est tout. C'est un capitaliste. Un mec qui dit « Make America Great Again », globalement, je vais vous rendre de la puissance et de l'influence dans le monde. Là, on a un sujet. Parce que, à la fois, il cherche à montrer qu'il y a une forme d'isolationnisme américain, qui a des racines au XVIIIe, XIXe siècle, aux États-Unis, qui a été un moment, il faut lire Schmitt là-dessus, qui a beaucoup écrit, qui a été un moment fort de la politique américaine. Puis en même temps, il ne cesse de vouloir intervenir partout dans le monde. Donc on pourra en reparler, mais donc il y a un vrai sujet. Mais globalement, c'est quelqu'un qui dit je vais vous rendre votre puissance. Et puis je vais vous rendre votre argent. Je vais fabriquer du fric pour tout le monde. Les États-Unis, ce n'est que ça. C'est un sous-produit culturel de l'Europe. Donc ils ont éliminé tout ce que la Renaissance italienne et le grand siècle français avaient construit de raffinement, d'élégance, du langage, des arts, etc. Et ils ont acheté. Ils ont acheté nos œuvres d'art. Ils ont fabriqué des musées. Ils ont fabriqué avec leur capital, ils ont fabriqué la première place qu'ils ont obtenue. Et Donald Trump, c'est ça et c'est rien d'autre. Donc, si à ça vous rajoutez après les crises liées au wokisme et donc les fractures très raciales, très profondes qui ont divisé l'Amérique pendant des décennies, et qu'il tente à sa manière de solutionner. Il y a la question du genre sexuel qui se rajoute, et c'est un problème très très profond, et loin de moi l'idée de le condamner et vouloir essayer de trouver des solutions à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne fabrique pas un programme de long terme, ça ne fabrique pas une pensée. Je ne sais pas si je suis clair. Est-ce que Frédéric Sinclair, parce que là, quand vous dites c'est un milliardaire qui est là donc pour faire du pognon et son programme, c'est simplement rendre ce pognon aux Américains, rendre sa puissance aux États-Unis, ça rejoint l'un des termes que vous avez utilisé juste avant, c'est ce fameux désenchantement du monde. Mais est-ce que lorsque justement il arrive à promouvoir une figure comme Elon Musk, il ne tente pas de réenchanter le monde avec des outils, des biais qui sont plus modernes, plus actuels? Quand Elon Musk envoie des fusées dans l'espace, ça fait rêver une grande partie du monde, justement. Et c'est simplement différent qu'à l'époque, je sais pas, la poésie, la peinture ou tout plein d'autres choses. En fait, la poésie et la peinture ont été aussi désenchantées à notre époque. Elles existent toujours. Simplement, le désenchantement, c'est la perte du sacré. Le désenchantement du monde. Oui. Justement, Elon Musk, il y a presque une quête spirituelle dans sa vision de l'homme et sa vision de conquête du monde, de l'espace, de la technique. Il n'y a rien de spirituel, c'est de la technoscience. On est dans une conception matérialiste de l'homme, réduite à ce qu'il peut posséder, et c'est la science qui va lui permettre d'avancer un petit peu vers une sorte de dépassement de lui-même. On a perdu le concept d'hétéronomie, on a perdu le concept de sacralité, on a perdu le concept de Dieu, tout simplement. C'est-à-dire que Dieu n'existe plus. Il a, j'allais dire, une place dans la société américaine qui est très réelle, mais il n'enchante plus le monde dans le sens où on ne s'en remet plus à lui pour fixer un horizon spirituel au monde. Et donc on se cherche, on se fabrique en réalité avec de la productivité, avec de l'efficacité, avec du capital. On se fabrique un monde de substitution. En fait, c'est assez simple. Kant, globalement, opère
un virage en direction des matérialistes en disant Dieu existe, parce qu'il est croyant, à cette époque-là, les Voltaire et compagnie ne se déclarent pas athées. En revanche, ils ont un problème avec l'organisation ecclésiale. Et donc, Kant est dans un environnement protestant et donc un peu moins ennuyé par l'Église que Voltaire. Kant dit simplement, en fait, Dieu, s'il existe, il ne peut de toute façon pas interagir avec ce que vous êtes vous, globalement. C'est-à-dire qu'il a fixé une espèce d'idéal, mais il va falloir fabriquer sur Terre quelque chose. Et donc, ce qui chez lui était uniquement intellectuel est devenu petit à petit une forme de combat dans la construction d'un nouveau monde. Et vous remarquez que juste après les Lumières, on a deux révolutions fondamentales en France et en Europe, les révolutions de la liberté, donc États-Unis, Angleterre, France, qui sont des révolutions politiques, et ensuite la révolution économique. À quoi ça sert ça? La révolution démocratique et cette révolution économique, ça sert à fabriquer un royaume des cieux sur Terre. En fait, c'est ça que fait Elon Musk, c'est ça que fait Donald Trump. Il dit pas aux Américains, vous allez retourner à l'église. Il dit, ce royaume des cieux, je vais le faire en sorte qu'il existe ici, que vous viviez bien. Il leur dit, de la même façon, il n'y a pas de sujet sur le climat, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que s'il y a un sujet sur le climat, ça veut dire qu'il faut des privations. Vous avez peut-être lu, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui nous a quittés il y a quelque temps, qui s'appelle Pierre Rabhi, que beaucoup prennent pour un espèce de doudingue, finalement. Et ce Pierre Rabhi, il parle de sobriété heureuse. En fin de compte, il explique aux gens qu'on ne peut être réellement satisfait que lorsqu'on consomme peu. C'est pas le seul à avoir écrit sur ces questions-là, mais tous en viennent au même point, c'est-à-dire que nos sociétés modernes ont besoin de consommer de plus en plus. Elon Musk et Donald Trump sont dans ce mythe de la consommation. Donc vous pouvez y voir de la spiritualité si ça vous chante. Moi, ça me va. Mais la spiritualité suppose dans le terme l'esprit. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a que de la matière, que de la technique. Et surtout, il y a une promesse de salut pour l'humanité. Et c'est en ça que le monde est désenchanté. Le salut passe par les fusées qu'Elon Musk envoie dans l'espace, par celles qui vont permettre de défendre le territoire américain contre l'agresseur russe et demain chinois, et par le pognon qu'on va être capable de faire, les entreprises qu'on va être capable de ragaillardir pour pouvoir exporter notre production industrielle au monde entier. Très bien. C'est une vision du monde. J'y vois pas éventuellement de spiritualité. Si vous y voyez un programme, une vision et de la spiritualité, moi ça me va. Mais c'est pas mon cas. Louis Rigaudière, il nous reste 2 minutes et demie. Oui, Frédéric Sinclair, rapidement. La semaine dernière, avec Xavier Mans, nous parlions de l'émergence possible d'un Trump français. Et je me mets à la place du système médiatico-politique français qui a regardé de près cette élection et qui l'a vécu sans doute comme un échec. Est-ce que, selon vous, ils vont absolument mettre tout en œuvre, tout ce qui est en leur pouvoir pour justement éviter que cette hypothèse ne se réalise? Et je peux ajouter le système médiatico-politique et maintenant judiciaire. Évidemment, on en parlait tout à l'heure. Alors, le système médiatico-politique et judiciaire va éviter que Marine Le Pen prenne le pouvoir. Point final. Je veux dire, ils savent tous que s'il y a un signal que l'élection massive de Donald Trump a envoyé à l'Europe, c'est les contre-pouvoirs conservateurs, populistes, appelez-les comme vous voulez, de droite radicale, d'extrême droite, etc., sont une véritable menace. Ils peuvent revenir, prendre le pouvoir à nouveau. Et donc, ce que les juges aujourd'hui voient dans Marine Le Pen, c'est la possible accession au pouvoir en 2027. Donc, on n'a pas besoin de se fabriquer en fait un Donald Trump. On en a déjà un, et il est beaucoup plus puissant parce que c'est une femme. Voilà. Et donc, taper fort sur une femme, ça va poser problème à l'opinion. Donc, le Donald Trump français, il est déjà là. Il n'est pas aussi, il n'est même pas du tout brutal comme peut l'être Donald Trump, pas de racisme non plus, donc les accusations qui sont portées principales contre Donald Trump, elles échouent contre Marine Le Pen. L'accusation en incompétence, donc celle-là par contre, elle continue de tourner, Marine Le Pen n'est pas au niveau, elle ferait mieux de s'occuper de ses chats, même Éric Zemmour avait fait sa campagne là-dessus. Et ensuite, le dernier point, c'est que elle a en tant que femme, j'allais dire un rapport maternel. On a demandé à Jordan Bardella, est-ce que vous cherchez à tuer la mère comme d'autres ont tué le père? On peut pas tuer la mère. On tue pas la mère, on tue le père à chaque fois. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais la mythologie
grec, on tue à chaque fois le père Ouranos, on tue, voilà. Donc c'est le fondement du populisme américain est basé sur une espèce un caractère caricatural qu'on n'a pas en France. Et donc on ne va pas refabriquer un personnage caricatural à la Trump aussi brutal, aussi grossier. Il n'y a pas besoin de ça. L'électorat français n'attend pas ça. Et donc ce qu'il attend en revanche, c'est une vraie alternative à ce qu'on appelle le système. Et en ça, c'est comme aux États-Unis. Et donc, à mon avis, le système a déjà identifié le candidat et est déjà en train d'essayer de l'abattre judiciairement. On va finir sur ces mots, Frédéric Sinclair. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais ça tombe bien puisqu'on vous retrouve dans 2 semaines. Donc, toutes ces discussions, finalement, se rejoignent les unes les autres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes politologue, analyste en stratégie et en communication politique, ancien chargé de mission auprès du Premier ministre Dominique de Villepin et donc auteur de plusieurs ouvrages, dont La droite face à l'islam et dernièrement L'extrême droite expliquée à Marie Chantal. Merci beaucoup et à dans 2 semaines, Frédéric Sinclair.